Luca Parchirinieri. Luca, como ustedes saben, ha trabajado en la Fundación Foucault, es en la Asociación Foucault, es profesor de tiempo completo de la Universidad de Rennes, nació en Bolonia, su vida académica y profesional en Francia, particularmente en París, cercano a la generación mayor de los Foucaultianos, y también trabajó con Toni Negri como su secretario técnico. Y bueno, merci beaucoup aux organisateurs qui m'ont invité à ce colloque. C'est pour moi une émotion et un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Les événements que vous vivez ici depuis le 19 septembre m'ont fait penser au dernier tremblement de terre qui a eu lieu dans mes terres d'origine en Italie en 2012. Je suis allé voir à ce moment-là mon père, qui, après la mort de sa femme, ne sortait plus de chez lui depuis une dizaine d'années. Le tremblement de terre a été, paradoxalement, pour lui, une occasion de résocialisation. Il était obligé de sortir de chez lui, de rencontrer des personnes, éventuellement de rencontrer cette entraide face à des événements catastrophiques que vous connaissez tous aujourd'hui. Il m'a dit à cette occasion qu'il avait compris seulement à ce moment-là combien la vie et la survie, en bref, le fait lui-même de vivre, étaient principalement et d'abord des affaires collectives et communautaires. Je voudrais m'arrêter pour un instant sur cette affirmation qui peut se lire dans plusieurs sens. Cette phrase peut vouloir dire que, puisque nous sommes des animaux politiques, au moins selon l'affirmation d'Aristote, nous ne pouvons pas nous passer des autres pour vivre. Vivre dans une communauté politique, cela signifie en premier lieu précisément que tous les aspects de la vie productive et reproductive sont gérés à niveau communautaire. Pourtant, dans la modernité, au moins depuis Jean Locke, la question de la vie comme affaire biologique a été posée principalement sous la forme du droit à la vie, de la maîtrise de son propre corps et à partir principalement de la figure politique de l'individu autosuffisant. La modernité se trouve ainsi à résoudre un problème qui est celui de l'articulation entre les droits individuels à la vie et la socialisation ou politisation de tout ce qui concerne l'existence, la survie et la reproduction d'une communauté d'êtres vivants. L'étonnement de mon père pourrait ainsi être interprété au sens que nous sommes amenés à nous conduire et à conduire nos existences individuellement de façon autosuffisante. Et ce sont seulement des événements exceptionnels qui nous révèlent la force et la nécessité du social dans la gestion biologique elle-même de nos existences collectives. Les aspects idéologiques de ce tournant individualiste des sociétés modernes ont été largement étudiés par Norbert Elias ou Louis Dumont. En revanche, il revient sans doute à Michel Foucault d'avoir pensé l'articulation entre gestion individuelle et collective de la vie comme une question de technologie politique, c'est-à-dire sous la forme d'une stratégie globale de coordination de plusieurs conduites techniques de conditions de soi et des autres. Comme Foucault l'affirmait dans une conférence donnée en 1982 à l'Université de Vermont, La technologie politique des individus, il s'agit alors de s'interroger sur la manière dont, à travers quelques technologies politiques des individus, nous avons été amenés à nous reconnaître en tant que société, élément d'une entité sociale, partie d'une nation ou d'un État. Tout le monde se rappellera cette grande stratégie gouvernementale biface qu'est le biopouvoir, orientée à la régulation des populations et à la disciplinarisation des corps. À l'homme naissent des masses humaines et au singulatif des individus. Double stratégie d'intégration des individus dans la totalité et délégation aux individus d'un certain pouvoir d'agir sur leur propre corps et leur propre vie. Toutefois, les analyses foucaldiennes sur le biopouvoir s'arrêtent sur le seuil du XIXe siècle, au moment de l'émergence de ce nouveau personnage de la théorie politique et des pratiques gouvernementales qui est la population, sans aborder la pensée de Malthus ni les politiques démographiques contemporaines. Sur le XIXe siècle, Foucault ne nous laisse qu'une allusion énigmatique sur l'alternative entre une biopolitique des populations malthusiennes et la lutte des classes marxiennes. Je cite, « Pour l'un, Malthus, le problème de la population
a essentiellement été pensé comme un problème de bioéconomie, alors que Marx a essayé de contourner les problèmes de la population, mais pour le retrouver sous la forme proprement non plus bioéconomique, mais historico-politique des classes, d'affrontement et de lutte des classes. Foucault semble oublier que vers le milieu des années 70, au même moment qu'il s'intéresse à cette figure émergente de la population, c'est précisément la pensée de Malthus qui connaît un regain d'intérêt dans le monde entier, grâce notamment aux travaux du Club de Rome. Ainsi, selon Michelin, Foucault oublie que le gouvernement libéral ne s'est pas développé uniquement autour de ces entités collectives qui sont les marchés et la société civile, mais aussi à travers la menace permanente de la catastrophe démographique annoncée par Malthus, qui a induit un autre paradigme de gouvernement de soi et des autres à l'âge libéral et néolibéral, manifesté pour un individu qui doit gouverner sa capacité procréatrice dans l'immanence d'une catastrophe qui serait celle de l'espèce tout entière. Ensuite, dans le cours suivant, naissance de la biopolitique, Foucault parle du néolibéralisme, décrit comme une nouvelle technologie de pouvoir qui n'exprime pas l'idéal d'une société disciplinaire ou normalisatrice, mais plutôt d'une société qui travaille à l'optimisation de la différence, au jeu de la liberté à l'intérieur du seuil de sécurité, mais toujours en laissant une certaine marge de manœuvre à la critique et à la dissidence. La biopolitique de population proprement dite semble disparaître du fait même de la singularité d'une analyse économique, celle des néolibéraux, qui se concentre sur la rationalité interne de la programmation stratégique de l'activité des individus, plutôt que sur le processus macroéconomique. Pourtant, Foucault semble oublier que les néolibéraux ne se sont pas du tout empêchés une analyse macroéconomique des dynamiques démographiques. Et leurs théories ont eu un impact presque aussi important en démographie qu'en économie. Cette disparition de l'objet démographique rend difficilement imaginable une biopolitique néolibérale. Quel est le rapport entre la technologie de la vie qui est la nôtre aujourd'hui et le biopouvoir décrit par Foucault au milieu des années 70 ? Comment sommes-nous passés d'une technologie construite autour de la population à la fin du XVIIIe siècle à cette programmation stratégique de l'activité individuelle qui est l'économie néolibérale du XXe ? Quel est le rapport qui se noue dans notre modernité entre le gouvernement de la vie reproductive d'une population et le gouvernement de sa propre vie par des individus ? L'angle que j'ai choisi ici est à la fois économique et politique, et plus qu'une discussion des thèses foucaldiennes, il voudrait en être un prolongement. Prenons donc les choses où Foucault les a laissées à la fin du cours de 78, Sécurité, territoire, population. Foucault montre que le nouveau sujet politique de la population émerge précisément du croisement entre la problématique économique de comment faire circuler des marchandises subsistance et relancer la capacité productive et reproductive des sociétés elles-mêmes. Toute la pensée des mots économiques anglaise ou française du XVIIIe siècle tourne autour de trois présupposés. Nous ne sommes jamais assez nombreux, la libéralisation du marché permettra par un cercle vertueux de relancer la richesse et la population. Ce cercle vertueux est à l'origine de la force des États. L'essai sur le principe de population publié en 1798 par Malthus est dirigé en premier lieu précisément contre ces trois principes, à travers l'énonciation de deux lois permanentes et infranchissables de la nature humaine. Premièrement, la nourriture est nécessaire à l'existence de l'homme. Deuxièmement, la passion réciproque contre le sexe est une nécessité et restera à peu près ce qu'elle est à présent. Ces deux lois décrivent deux progressions antithétiques. Le pouvoir multiplicateur de la population est infiniment plus grand que le pouvoir que la Terre reproduit les subsistances de l'homme. Entre la progression géométrique de la population et la progression arithmétique des ressources se dessine une contradiction catastrophique. La loi de rendement décroissant fournira la justification économique de cette contradiction. Puisque la population augmente, on est obligé de mettre à profit des terres qui sont moins fertiles et donc moins productives. Ce qui implique une diminution de la production pour toute unité de terre. Puisque les travailleurs achètent des biens de nécessité, les prix de subsistance augmentent. Mais les profits ne peuvent augmenter qu'aux dépenses de salaire. Par conséquent, la demande et l'offre se stabilisent et les taux de profit tombent vers zéro. La conscience de la place limitée de l'homme dans le monde s'inscrit dans une anthropologie de la catastrophe. La progression naturelle de la population est soumise aux freins destructifs des familles et des disettes qui abrègent la durée naturelle de la vie humaine.
L'existence humaine prend alors la forme d'une analytique de la finitude, c'est-à-dire d'une lutte permanente dirigée d'un côté contre la rareté des ressources et de l'autre contre l'instant reproducteur. Comment cette lutte est-elle envisagée par Malthus? D'une part, on le sait, Malthus n'a jamais été malthusien. À la différence de Condorcet ou Godwin, qui croient à l'autorégulation de la population par le contrôle des naissances, Malthus a prescrit la continence, la contrainte morale ou le retard de l'âge au mariage pour diminuer le nombre d'enfants. Ce choix s'explique par la vision théologique et eschatologique du pasteur Malthus. L'homme est par nature apathique, paresseux et ennemi du travail, à moins d'y être contraint par la nécessité. Comment il pourrait donc se former un esprit s'il n'était pas poussé par les deux grandes lois de la nature humaine, les besoins de se nourrir et les penchants procréateurs? C'est la pression démographique qui donne à la vie sociale tension et signification. La loi naturelle éternelle des populations est alors un instrument divin qui pousse les hommes à la recherche de la perfection morale afin de servir le dessein bienveillant de la providence. Pourtant, l'éloignement progressif des instants par le perfectionnement moral n'est pas uniforme. Il a lieu de façon différenciée entre les classes supérieures qui, conscients de la difficulté d'entretenir une famille, adoptent les freins préventifs. Si l'on veut donc régler la population par rapport aux subsistances, les meilleurs moyens à coup sûr, c'est de défendre les intérêts des classes supérieures, improductives, et augmenter la consommation non productive. Autrement dit, il s'agit de limiter la surpopulation en modifiant la structure des prix. Et en encourageant, par exemple, les marchés de produits manufacturés, ce qui signifie baisser les prix des biens dont peuvent jouir seulement les classes bourgeoises, pour accroître donc encore plus la misère des prolétaires. Comme il est connu, Malthus s'est vivement opposé aux lois qui garantissaient un minimum de subsistance aux pauvres. Précisément parce que dans la construction malthusienne, c'est l'état de misère conjugué à la moralisation qui devrait pousser les classes prolétaires à limiter la procréation. Car, écrit Malthus, nous devons croire que c'est en augmentant la classe moyenne que nous augmenterons le bonheur. Alors, ce principe métaphysique d'une population en déséquilibre avec les ressources fonctionne comme un moteur de l'histoire. Histoire de la conquête d'un sens de la vie sociale et histoire de la progressive domination de la bourgeoisie. Or, Marx ne se limite pas à contester l'idéologie bourgeoise implicite de la théorie malthusienne, mais il met en place une autre grille de déchiffrement historique autour de la population. La critique marxienne de Malthus s'articule en deux volets. D'abord, il dénonce la construction idéologique de la loi malthusienne de la population, une loi qui, selon lui, n'a aucune valeur scientifique et qui sert aux intérêts particuliers de l'aristocratie foncière. Et cela, c'est au service des intérêts particuliers. Mais deuxièmement, la loi de la population malthusienne peut être analysée comme une expression de la manière dont chaque mode de production, en reproduisant les rapports sociaux de production dominants, produit et reproduit un certain régime démographique. Il n'y a donc pas une loi de la population, mais plusieurs lois et limites de la population, selon l'élasticité d'une forme de production déterminée, la capacité de rendre le travail productif et d'augmenter le rythme de productivité. Or, dans les régimes de production propres au capitalisme, il faut prendre en compte la spécificité de la marchandise travail, qui, à différence des autres marchandises, a la faculté de se reproduire indéfiniment. C'est un point que Engels avait mis déjà en lumière dans la situation de la classe ouvrière en Angleterre, et qui montrait que finalement le capital a intérêt à exploiter une force de travail précaire mobile, car elle revient moins chère que l'esclave. Ainsi, le capital produit le travail salarié et les travailleurs productifs dont il a besoin, c'est-à-dire qu'il éternise le rapport social entre capitalistes et salariés. Deuxièmement, cette production de travailleurs dans le régime capitaliste se fait dans un contexte d'expansion du machinisme. C'est-à-dire que dans les processus d'accumulation capitaliste, progressivement la proportion de capital fixe, les machines, augmente aux défenses du capital variable, les salaires. Ainsi, selon Marx, le recours à l'utilisation des machines est à l'origine de l'expulsion des masses croissantes de travailleurs de la production. Comme il est connu, le capital crée ainsi une armée de réserves de travailleurs qui, restés sans emploi, représentent désormais un gisement de main-d'œuvre. Marx et Engels montraient ainsi que la sous-population n'est pas l'effet d'une loi naturelle, ni un effet imprévu secondaire de l'accumulation capitaliste. Elle s'inscrit au contraire pleinement dans une dynamique de développement technologique capitaliste qui rend possible le renforcement du capital constant au détriment du capital variable.
Soumise en précarisation et un appauvrissement de plus en plus grand, la classe ouvrière devient prolétaire. Le mot de prolétaire en latin venant de prole, enfant. Les ouvriers augmentent le nombre d'enfants afin de jouir d'un salaire d'appoint par les enfants. La surpopulation n'est donc pas seulement une masse supplémentaire d'hommes, mais surtout une masse d'hommes susceptibles d'être exploités par le capital. Créer une surpopulation de travailleurs signifie établir une concurrence parmi eux qui permet de comprimer les salaires. Se forme ainsi une surpopulation stagnante, une population active dont les conditions d'emploi sont tellement épisodiques et régulières que sa production ressemble à, je cite, celle de certains animaux faibles et constamment pourchassés. Cette animalisation de l'homme, au sens vraiment biopolitique du terme, est justifiée théologiquement par Malthus, alors qu'elle résulte, selon Marx et Engels, d'une déclaration de guerre ouverte au prolétariat. Contre la naturalisation malthusienne, il faut en revanche faire ressurgir la dynamique historique capitaliste et la lutte des classes qui la sous-tend. Cette réinscription de la loi de population dans une dynamique de lutte doit réinscrire le mécanisme de production sociale d'une surpopulation dans la division internationale du travail et dans une dynamique capitaliste et globale de conflit entre les capitalistes et la classe ouvrière internationale. Nous pouvons maintenant revenir à l'alternative dessinée par Foucault, ou la population ou les classes. Il est vraisemblable que Foucault n'aurait choisi ni l'une ni l'autre des deux alternatives. La population, pour lui, n'est ni une sorte d'organisme biologique, ni une construction idéologique, mais plutôt un ensemble de comportements variés, de multiples habitudes intotalisables, qui peuvent toutefois être saisies grâce à un invariant comportemental, l'intérêt. L'originalité de la lecture de Foucault consiste à présenter la réalité immédiatement politique de la population, dont l'apparition témoigne d'une nouvelle sémantique politique qui déplace le niveau de pertinence de l'action gouvernementale de l'obéissance à l'intérêt, en tant que choix individuel. Ainsi, la nouvelle rationalité politique agit sur le social comme sur la vie biologique des hommes, doit désormais respecter une série de données naturelles qui résistent à la manipulation intégrale. L'action gouvernementale sera d'autant plus efficace qu'elle saura se retenir et laissant une certaine liberté d'action aux sujets individuels ou collectifs. Gouverner, c'est, en somme, selon une définition fameuse, agir sur les conditions de possibilité des actions des hommes et des femmes. Mais décrivant ainsi la population, Foucault est déjà plus proche de ce que c'est la gouvernementalité néolibérale. Le point central de l'analyse de Thomas Schultz, économiste et idéologue de l'école de Chicago, est que l'énorme croissance du stock de capital physique dans les pays riches au cours de l'après-guerre ne provoque ni une décroissance des rendements, comme le voulait Malthus, ni une compression des salaires sous la pression de l'armée de réserve, comme le voulait Marx. Bien au contraire, les besoins importants de main-d'œuvre en Europe et aux États-Unis dans l'après-guerre se sont traduits en une augmentation de la rémunération horaire réelle qui dépend de l'amélioration de la productivité du travail. Cela dépend à son tour d'un type particulier de croissance économique qui se fonde sur l'investissement en capital humain, c'est-à-dire les aptitudes, les talents, les qualifications, les expériences accumulées par un individu qui déterminent sa capacité de travailler, mais dans la mesure, et seulement dans la mesure, où elles peuvent faire l'objet et être le produit d'un investissement délibéré. L'augmentation des stocks de compétences à travers l'éducation et l'expérience s'est traduite par l'augmentation de la qualité de la population. On aura une population moins nombreuse mais plus qualifiée. La croissance de la qualité populationnelle implique à son tour l'augmentation de la productivité du travail. Ce cercle vertueux montre, selon Schultz, que la théorie économique classique n'avait pas pris en compte ce fait fondamental que l'humain lui-même est une forme de capital constamment augmentable. Ce n'est donc pas par hasard si la polémique contre Malthus est un leitmotiv des analyses néolibérales. C'est-on donner une théorie quantitative de la population sans percevoir l'importance des aptitudes, des talents et des compétences. L'approche malthusienne était en effet incapable d'expliquer la relation négative entre fécondité et revenu. En revanche, Gary Becker a montré qu'il y a une demande d'enfants comme il peut y avoir une demande de biens immobiliers.
Le nombre d'enfants dépend de la façon dont les parents décident d'allouer leurs ressources. Et donc du coup, la croissance du prix relatif de chaque enfant décourage la demande d'enfants et augmente la demande d'autres biens. C'est la raison pour laquelle les enfants des riches ils sont plus chers. Et donc c'est la raison pour laquelle les riches font moins d'enfants. Becker parvenait donc à donner une explication causale de la relation entre augmentation du capital humain et baisse de fécondité. Et surtout, il parvenait à donner une mesure économique du capital humain qui s'est basée sur la relation entre l'investissement sur les enfants et qualité de la population. Dans leur critique de Malthus, les néolibéraux avaient pris beaucoup de choses de Marx, et notamment de son concept de reproduction hiérarchique. Mais là où Marx pense les salaires comme reproduction de la force de travail et qui profite aux capitalistes, Schultz interprète les salaires comme une source d'investissement sur soi. L'individu ne vend pas son capital, mais il vend les services de son capital humain. Et pour cette raison, il se transforme lui-même en capitaliste. Puisque tous les individus travailleurs sont des capitalistes, il n'y a plus besoin de classes. Le point fondamental de la théorie du capital humain, c'est le dépassement de la théorie de la classe et l'annulation de la classe dans la concurrence généralisée. L'entrepreneur de soi décrit par Foucault est un individu qui se construit en évaluant à tout moment ses compétences, en faisant de sa vie elle-même une mise à l'épreuve permanente de son capital humain. Le concept de capital humain permet de contourner l'alternative population-classe, contestant à la fois la rigidité quantitative de la première catégorie et la pertinence explicative de la seconde à l'époque de l'entrepreneur de soi. C'est donc avec cette figure qualitative de la population qui s'impose dans l'après-guerre, on dépasse la forme conflictuelle entre population et classe pour mesurer la valeur des individus à leur degré de compétence dans une dynamique concurrentielle. La théorie néolibérale du capital humain bouleverse complètement la logique biface de la biopolitique. C'est une gestion de la masse par l'intérêt individuel. Elle bouleverse aussi la technologie gouvernementale qui se fonde désormais non plus tellement sur la discipline ou l'obéissance, mais sur l'auto-exploitation de ces moyens que l'individu néolibéral inflige à soi-même. La tentative de valoriser son propre capital humain. La biopolitique du XXe siècle, et peut-être du XXIe, est déjà tout entière dans cette figure paradoxale de l'entrepreneur de soi, avec ses pathologies. Quelles sont les pathologies? D'abord, le syndrome de burn-out, l'épuisement professionnel, ce qui montre que la crise du néolibéralisme aujourd'hui n'est pas seulement une crise financière, mais une crise de la ressource humaine. Deuxièmement, la solitude de l'individu libéral, néolibéral, se trouve comme exacerbée dans la condition existentielle de l'entrepreneur de soi néolibéral. Troisièmement, la naissance de nouvelles formes de racisme, qui ne sont plus indexées à la race biologique, mais à la composition des portefeuilles des compétences de chacun. Un racisme de la compétence, renforcé aujourd'hui par l'automatisation et le numérique. Je pense que ces trois points manifestent ce que pourrait être aujourd'hui un agenda anti-néolibéral qui devrait se baser sur un autre rapport au travail, sur des formes de coopération contre la concurrence, sur la reconnaissance de la précarisation différentielle des strates différentes de la population qui crée des formes inédites d'inégalité. Sur ce dernier point, Foucault nous a laissé le moins de suggestions. Et par conséquent, c'est de là qu'on devrait repartir pour prolonger son travail sur la biopolitique. Je m'excuse pour la mauvaise gestion du temps. Muchísimas gracias. Gracias.